Yvan, merci beaucoup parce qu'on voit très bien les ponts et les liens et l'influence déterminante que ça a eu effectivement sur la pratique artistique d'Abakanowicz. Merci infiniment. Valentin, peut-être je vais vous demander de revenir ici puisque maintenant nous allons passer la parole s'il y a des questions. Merci. Quelqu'un peut-être souhaite-t-il... Alors, je regarde en ligne aussi si on a des questions. Je sais qu'il y avait 2 questions en ligne, mais elles s'adressaient plutôt à Martha. Alors, on peut en profiter pour les poser dès maintenant. Martha, il y a une première question qui a été posée qui demandait où se trouvait aujourd'hui l'œuvre Bois-le-Duc. Where is the Bottelic? Yes? Okay. It's in the Netherlands, in Hertogenbosch. It's 20 kilometers from Tilburg. Yes, and it's still in the same place because Abakanowicz created especially in that building, and it's still in this historical place. Merci. Et la deuxième question en ligne, je te la pose aussi, et puis je la pose aussi au commissaire de l'exposition Abakanowicz. S'il fallait choisir un seul matériau pour Abakanowicz, quel serait son matériau de prédilection? I think that Abakanowicz were interdisciplinary artists, and she never treated textile medium because I like talking about her work, to use a word medium because she never treated textile like at the beginning, maybe during her study, but this jacquard realization. But I think that she was interested in many kinds of mediums. So. No, I'm not so brave to choose one of them. Merci Martha. Revenons à nos deux intervenants. Oui, Moi, j'aurais peut-être une question. Vas-y. J'ai cru, pardon. Donc, par rapport à ton interview que je trouvais excellent, et j'aimais bien cette tournure un peu dans tous les sens, où finalement, à la fin, on a compris où tu nous conduis. Voilà, et non, tant mieux, voilà. Mais ce qui m'a aussi interpellée, c'est la grande différence, le contraste entre cette veste première Kubraczek, qui est tout colorée avec cette fond jaune et qui est vraiment tout le contraire de tout ce qu'on a vu ensuite, de tous ces vêtements pas tellement sombres, mais peut-être sobres dans la couleur, mais dans la forme aussi, voilà, un peu osé ou très texturisé. Est-ce que ça t'a interpellé un peu? Parce que pour moi, c'était une chose vraiment très visible. On revenait de temps en temps à cette veste pour Magdalena Fangor et qui a flashé comme ça. Et puis ensuite, toutes ces photos qui, donc, tu as bien compris, nous mènent quelque part vers une dimension différente, un peu plus spirituelle. Voilà. Sauf que, voilà, sur la texture, on est un peu sur la même chose. Sur ces photos dans La Fureur de singe, on a aussi ce côté cheveux qui se mêle un peu avec la fureur. Merci pour cette question qui est excellente. Ouais, c'est la première chose qui m'a frappé, à vrai dire, c'est vraiment la couleur. Parce que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de couleur chez Shapochnikov, notamment dans les œuvres en résine de polyester. J'en ai pas montré tant que ça, mais il y a des œuvres beaucoup d'œuvres en résine de polyester jouent justement des possibilités de teinter la matière dans la masse et de rendre quelque chose proche du vivant, et souvent voilà, en jouant sur des couleurs qui peuvent être assez vives. Mais c'est vrai que j'étais malgré tout... c'est une œuvre qui peut être colorée, mais qui n'est pas non plus multicolore. Je ne dirais pas que la couleur est comme ça l'un des éléments centraux de la pratique de Shapochnikov. Et c'est vrai que dans ce manteau, c'est ce qui m'a aussi interpellé dès le départ. Et je suis j'aurais préféré trouver des photographies d'archives ou de la porte, par exemple, et j'en ai pas vu.
ni de photos de Magdalena Fagor la portée, par exemple. Donc je ne sais pas exactement dans quel contexte est-ce que Shapochnikov était amené à porter cette veste qui était un peu similaire à celle-là. Mais sur les quelques photographies qu'on voit d'elle, notamment dans des vernissages, on voit qu'elle est très apprêtée et qu'il y a quelque chose, il y a un vrai goût de l'habillement chez elle, tout comme chez Louise Bourgeois. C'est ce que je cherchais aussi un peu à mettre en jeu. J'ai une question pour vous. Je voulais savoir si ces artistes polonaises avaient eu accès au travail d'Annie Albers, qui dirigeait l'atelier textile entre 1929 et 1931 au Bauhaus. Et voilà, je voulais savoir si en créant l'atelier en 1950, cette femme avait connaissance du travail de tissage en Allemagne. Enfin, non, pas du tout. non, je ne crois pas. Moi, j'interviens cet après-midi, mais je pourrais vous répondre pour l'artiste sur laquelle j'interviens, qui s'appelle Tapta. Ah oui, pardon. Donc, moi, je peux vous répondre, mais pour l'artiste Tapta, qui est belgo-polonaise, qui a fait sa carrière en Belgique, mais qui, en quittant la Pologne, elle était réfugiée politique en 1945, réfugiée politique en Belgique, s'est inscrite à l'atelier Art du Tissu de la Cambre, et là, elle avait les modèles d'Annie Albers. Voilà, pour une compatriote. Allez, je vais me glisser. Ou non, je vais peut-être même passer de l'autre côté. Bonjour, j'ai une question à vous poser sur le jacquard. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un grand retour pour les artistes contemporains d'utiliser la technique jacquard pour faire des tapisseries. Et quand vous avez parlé de jacquard qui habillait les bâtiments officiels dans les années 50, j'ai compris, je ne me souviens plus très bien la date, je voulais savoir si c'était du jacquard dans le sens de tissu ou du jacquard dans le sens de tapisserie telles qu'on les voit aujourd'hui. C'était les jacquards comme les tissus. C'est pas vraiment habillé. J'ai utilisé le mot habillé parce que c'était vraiment très souvent, mais c'est pour les décorer et que les bâtiments étaient détruits. Alors, il cachait aussi la destruction des bâtiments de ces tissus. Alors, dans les années 50, les tissus étaient vraiment très présents. Je viens de vous montrer les photos des tissus dans l'espace de la rue, de décoration, d'événements. Et aussi en Pologne, après la guerre, il y avait les grandes manifestations, événements, que les tissus étaient comme traités comme les tableaux pour les manifestations. Et il y avait beaucoup des artistes qui sont peints ces tissus. Alors, c'est une sorte vraiment de gagner aussi de l'argent pour les artistes. Et je crois qu'il faut ça dire aussi en voix. En fait, excusez-moi, mais les tissus peints par les artistes, c'est comme des toiles libres. Oui, c'est les tissus peints, mais aussi les jacquards et toutes sortes des kilim, des gobelins. C'est aussi dépendait un peu de la technique que les artistes savaient, parce qu'il y avait aussi les artistes qui ont utilisé les tissus sans savoir faire le tissage. Merci Monsieur Glès pour votre exposé. Vous avez montré le manteau d'Étienne Martin et vous avez dit qu'il était couvert d'objets de signes. Est-ce que vous pouvez nous donner votre interprétation de ces signes ? Alors je vous remercie pour cette question extrêmement complexe. Je serais bien en peine de vous répondre au vu de ma faible connaissance de l'œuvre d'Étienne Martin. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, la notion de mythologie individuelle est pensée par Zeman vraiment à partir du cas d'Étienne Martin et à partir du caractère un peu codé
de sa pratique, et notamment à partir du manteau, comme ça, qui est une sorte de palimpseste de signes, qui renvoie notamment, il me semble, aux différents espaces de la maison de l'Oriole. Enfin, il y a un agencement assez complexe comme ça, qui est architectural, mais rendu sur un plan textile. Et oui, voilà, ouais, c'est vraiment ça donc, qui est en jeu chez Étienne Martin, je pense. Cette question de la maison, de la mémoire familiale, là je vous apprends rien en soi, mais mais c'est ce que je pourrais vous en dire. Mais s'il y a un connaisseur ou une connaisseuse parfait ou parfaite d'Étienne Martin dans la salle, je serais ravi de lui laisser la parole. Et... Oui, je pensais que vous vouliez relancer, mais éventuellement quel était l'effet qui était censé produire. Et je voulais, est-ce que vous avez une idée de l'effet que ce manteau était censé produire sur les spectateurs? Je pense qu'il est très impressionnant, ça on peut le dire. C'est un manteau de très grande dimension qui lorsqu'il est exposé à la Galerie Breteau, est je crois un peu la pièce majeure, disons, de l'exposition, qui est comme ça aussi remarquée très vite par Pierre Restany dans la presse, qui est remarquée par Michel Ragon aussi, il me semble. Enfin, il y a comme ça, c'est une pièce qui acquiert sur la scène parisienne un statut assez vite d'œuvre importante, quoi. On note comme ça assez vite le caractère impressionnant et majeur d'une certaine manière. Et sans vous répondre directement sur la question d'Étienne Martin, mais pour faire le lien avec l'exposition en ce moment d'Abakanowicz, il se trouve qu'il y a un habit noir qui est présenté dans les salles de l'exposition, ou Black Garment, qui est donc un abacan, un des abacans assez simples, tripartites d'Abakanowicz, qui est un manteau, et dont on peut imaginer, sans être sûr qu'elle ait vu celui d'Étienne Martin, qu'il dérive, ou du moins qu'il a été influencé, ou en tout cas est tout à fait contemporain et concomitant du manteau d'Étienne Martin, en jouant évidemment sur cette notion d'un habit-abri, d'une tente, d'un élément que l'on déplace avec soi et qui devient une sorte de caverne que l'on porte pour se protéger du dehors ou pour faire rentrer le spectateur. Ça, c'est vraiment en tout cas, ou le visiteur, c'est ce que veut faire Abakanowicz. Là où Étienne Martin considère sa demeure comme très personnelle et individuelle. Mais il y a quelque chose du même ordre qui se joue exactement au même moment en Pologne et en France, ce qui est intéressant d'être noté. Ce qu'on pourrait souligner, c'est que dans le cas de l'abacan, qui est comme un habit pour Abakanowicz, il y a quelque chose qui est sorti d'une mythologie personnelle. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe chez Shapochnikov, c'est que c'est une œuvre qui reste, à mon sens, très liée à la personne, à une aventure strictement personnelle, alors qu'il me semble que chez Abakanowicz, il y a quelque chose qui s'est totalement départi d'une individualité. Elle n'est pas lisible en tant que telle. Et ça, c'est très... Il y a une autre... En plus, cet abacan noir, il est suspendu. Donc, c'est vraiment une sculpture. C'est vraiment une sculpture. C'est une sculpture qui bouge. C'est une sculpture qui oblige finalement le spectateur qui entre dans une forme de sensorialité, parce que vous verrez, quand on passe à côté, ça se déplace et c'est mouvant. Donc, malheureusement, vous ne pourrez pas chacun rentrer dedans, mais moi, j'y suis entré. Je peux vous dire qu'il y a tout à coup une sensorialité de l'espace, et à ce moment-là, on rentre dans une espèce de texture qui dépasse finalement l'histoire strictement personnelle d'Abakanowicz pour entrer dans quelque chose de plus collectif, alors qu'il ne me semble pas que chez Shapochnikov, il y ait cette dimension collective. Ça reste lié à une individualité, à une personne, à une mise en scène de soi, alors que chez Abakanowicz, me semble-t-il, il y a au contraire une forme d'effacement. Et je dirais même que chez Abakanowicz, on est dans une espèce de double jeu entre une extraterritorité, c'est finalement invasif parce que ça se déploie dans l'espace, et qu'en même temps, on pourrait aller vers le chemin d'une intériorité. Mais il y a une sorte de balancement chez Abakanowicz qui ne me semble pas du tout présent chez Shapochnikov. Mais ça n'est que le... Ce qui est intéressant avec cette question de l'histoire personnelle de l'artiste, c'est que c'est un critère que retient Pierre Restany notamment, qui est vraiment l'un des principaux commentateurs de l'œuvre de Shapochnikov à Paris, qui est l'un de ses proches collaborateurs, amis. C'est vraiment un aspect qui retient son attention, et je pense notamment à la seule exposition personnelle dont bénéficie Shapochnikov en France dans une galerie qui est chez Florence Houston Brown en 1967, où Restany écrit dans sa préface
je le cite approximativement, mais que elle commence à se détacher de ses démons intérieurs et que le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale commence à s'éloigner un petit peu et qu'elle atteindrait comme ça à une forme de représentation plus collective, moins codée, qui serait moins propre. Et ce qui est intéressant, c'est que pour lui, ça reste, je pense, un critère, quoi. C'est un critère de progrès, je pense, pour Restani, de dire elle se détache de son histoire personnelle, elle parvient à dire autre chose, etc. Là où je pense que, personnellement, c'est la force de l'œuvre de Shapochnikov de toucher au collectif par le personnel, justement, qui est de traiter de la, bon, pour prendre un grand mot comme ça, la condition humaine, à travers sa propre expérience, bon, qui est particulièrement tragique et qui est particulièrement spécifique. Mais il me semble qu'il y a quand même un balancement entre les deux, mais qui est vrai peut-être un peu moins abouti que chez Abakanowicz, mais qui a aussi, bon, il faut le dire quand même, vécu beaucoup plus longtemps. Non, en fait, c'était juste parce que c'est vrai qu'elle était rescapée des camps de concentration et c'est vrai qu'au-delà de l'impact de la tumeur qu'elle avait au sein, il y avait aussi un malaise, j'imagine. Oui, complètement. Oui, complètement. Et il faut se rappeler que voilà, Shapochnikov meurt à 46 ans, c'est quand même assez jeune. Et que voilà, malheureusement, son travail n'a peut-être pas pu prendre l'ampleur qui est celle d'Abakanowicz à présent. Mais... Je ne sais plus, Valentin, si vous aviez parlé de l'exposition de Grenoble, Shapochnikov, mais je pense que c'est important de la mentionner parce que dans les actualités, il y a une magnifique exposition en ce moment au musée de Grenoble sur Alina Shapochnikov que vous pouvez aller voir jusqu'au 4 janvier. Donc ça, la fin se rapproche. Et donc je pense que ça permet aussi, en effet, de voir toutes les dimensions de son œuvre. Moi, j'ai une question pour Eva sur Maria Waszkiewicz. Est-ce qu'elle abandonne totalement la sculpture? J'ai l'impression qu'elle a surtout investi la sculpture sur bois dans les œuvres qui peuvent rester. Donc ensuite, elle se consacre entre guillemets uniquement au textile et à tout ce travail formidable aussi de soutien aux jeunes générations, évidemment, qui a été le sien. Ou est-ce qu'elle a continué, peut-être épisodiquement, à faire des œuvres sculptées ensuite? Alors, merci pour cette question à laquelle je ne peux pas vraiment te répondre parce que dans les archives, dans la collection des familles on a quelques œuvres de la sculpture de Maria Waszkiewicz. Par exemple, dans la collection du Musée national de Varsovie, on a seulement l'art textile, mais c'était toujours l'art où elle mêle la textile avec les objets sculptés en bois surtout. C'est pas vraiment une sculpture traditionnelle, c'est pas l'art des textiles. Elle mêle ces deux disciplines. Et dans la collection des familles, il y a vraiment quelques sculptures en bois surtout. Et ce sont les portraits Saint-Christophe, Marie Vierge et quelques réalisations en cimetière. Alors, c'est vraiment très, très peu de œuvres. Dans les années 30, elle a commencé à exposer seulement le textile, mais après la Deuxième Guerre mondiale, elle a retourné de faire ce mélange entre l'art textile et la sculpture. Mais après la Deuxième Guerre, je ne connais pas aucune sculpture traditionnelle. Ce que je trouve passionnant dans son travail, justement dans cette manière d'allier le bois et le textile, c'est que ça renvoie aussi à la sculpture médiévale, voilà, à ces sculptures en bois qui souvent sont habillées et qu'en quelque sorte, elle pervertit, en quelque sorte, elle modifie deux techniques très traditionnelles dans des choses totalement nouvelles et dans une approche. Moi, c'est vraiment absolument passionnant. Et en plus, il y a cette dimension, en effet, spirituelle qui est très forte et qui la relie aussi à tout cet art médiéval, cet art ancien aussi. Et il faut souligner que les œuvres de Maria Waszkiewicz se trouvent au Musée national de Varsovie, pas dans la collection de la sculpture, mais de la collection des designs. Aussi bien que les œuvres de Magdalena Abakanowicz se trouvent dans notre collection de design, pas dans les sculptures de la collection de la sculpture que je dirige.
Mais c'est le champ élargi de la sculpture. Mais moi, j'ai une question, Eva. Il y a quelque chose de très proche dans les dernières œuvres de Waszkiewicz avec les Abakans. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, il y a un lien. Alors, quel a été le... Est-ce que c'est, on pourrait dire que c'est comme une sorte d'inspiration commune, d'influence ou de réciprocité? On a l'impression, en tout cas, qu'il y a une communauté, je dirais, à la fois de recherche et d'aspiration. En fait, il y a quelque chose qui est non pas similaire, mais en tout cas très voisin. Oui, oui. Je vois aussi cette inspiration des œuvres de Magdalena Abakanowicz sur les œuvres de Maria Waszkiewicz. Et je voudrais dire que je cherchais vraiment les citats ou une phrase que Maria Waszkiewicz peut dire sur Abakanowicz. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé quelques phrases d'Abakanowicz sur Maria Waszkiewicz, mais je vois cette inspiration aussi. Et je crois qu'entre elles, il y avait cette relation personnelle aussi. Parce que je crois que ça... l'histoire d'origine noble, l'histoire de la famille de l'Ouest, de la Pologne. Je crois qu'il y avait beaucoup des sujets très personnels entre eux. Mais ce sont des sujets en même temps silencieux. C'est-à-dire que c'est d'autant plus prégnant que ça ne peut pas se dire. Oui, et c'est pour ça que j'ai mis aussi cette petite mot de Magda Abakanowicz, pas Magdalena, mais Magda Abakanowicz. Ça signifie aussi qu'entre elles, ils se sont été très, très, très proches. Mais je souligne qu'elle, Magda Abakanowicz, a dit Madame Marie. Alors, il y a cette distance qu'autrefois en Pologne, c'était une distance des génération et respect. Merci. Génération et respect aussi. La famille, les petits-enfants, on dit Madame grand-mère, etc. Est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'il y a quelque chose de silencieux dans le textile? C'est que d'une certaine manière, il y a tout ce que ça peut faire naître, tout ce que ça peut faire évoquer, ça n'est pas dit en même temps. C'est-à-dire que ce sont des formes qui suggèrent, mais qui ne déclarent pas, qui ne déclarent rien. Le textile ne parle pas. Oui, et aussi les artistes de textile comme Abakanowicz et Waszkiewicz, elles ne voulaient pas parler aussi sur son art, c'est-à-dire c'est l'art qui parle. Oui, il y a un refus de toute forme de... On ne fiche pas le sens de l'œuvre, on n'en dit rien. Puisque, en tout cas, Abakanowicz, c'était toujours... Elle répondait... Vous voyez bien ce que vous voulez voir. Donc c'était aussi une manière mais peut-être aussi dans le contexte d'un poids idéologique et politique, parce qu'il faut aussi rappeler que finalement l'art d'Abakanowicz c'est profondément lié aussi au destin et au sort de la Pologne et au contexte politique, avec quelqu'un qui a travaillé derrière le rideau de fer, si je puis me permettre, et qui est parti mais qui est toujours revenu. Donc il y a aussi le poids un poids idéologique qu'on ne comprend pas. Enfin, on perd le sens de cette œuvre si on n'a pas ça présent très profondément à l'esprit. Si je peux commenter, je pense que Magdalena Abakanowicz, elle était laïque. Et Waszkiewicz, elle était catholique. Et nous pouvons voir cette œuvre parce que je pense que Magdalena Abakanowicz était l'artiste politique en général. Oui, c'est ça. C'est seulement. Moi, je voulais revenir sur ce que vous venez de dire, aussi petit moment d'autopromotion de mon intervention de demain, parce que du coup, le titre de mon intervention, c'est les langages de la matière textile, et pour expliquer que, pour moi, le textile, il parle, mais autrement, c'est par la matière, par la texture, ou même par les symboles. Parfois, dans les broderies, il y a des dessins qui racontent des histoires, et aussi... ça c'est une interprétation personnelle, mais dans un héritage d'Albers, de Annie Albers,
beaucoup de ces artistes de la nouvelle tapisserie ont écrit sur leur propre pratique, mais pour légitimiser leur travail dans un contexte où elles s'étaient perçues comme des femmes qui réalisaient de l'art textile. Et donc, peut-être justement, cette manière de donner la voix au tissage, en fait, elle passait par une tentative de théorisation de leur pratique, justement de se rencontrer à Lausanne et créer des agences féminines où on venait s'influencer, ce qui explique aussi, dans le cas de Magdalena Bakanovic, oui, il y a aussi cette histoire d'un contexte très localisé en Pologne, mais après, dans les biennales de Lausanne, on voit des évolutions communes des artistes, mais c'est parce que ça devient des espaces de réflexion, de circulation d'idées, d'échanges, qui montrent cette évolution formelle, matérielle qui évolue pendant les biennales. Et voilà, c'était juste pour compléter. Merci Johanna. Je vous propose de continuer ce débat pendant la pause de midi qui commence maintenant et qui se terminera à 13h30. Je vous propose de revenir ici à 13h30 pour la suite des communications. Nous en avons 4 cet après-midi. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de déposer les casques à l'entrée juste de cette salle et vous pourrez les reprendre par la suite. Merci beaucoup.